Welcome, everyone. Bienvenue. Thank you for joining us for this webinar, Making Financial Financing Accessible to Artisanal Gold Mining Communities. A few quick housekeeping notes before we start. There will be some French speakers, so for interpretation in English, please click on the interpretation button at the bottom of your screen and select French. And pour l'interprétation en français, cliquez sur Interprétation et choisissez le français. This webinar is being recorded and it will be available in English after the event. And finally, the Q&A text box will be open during the whole webinar. So please put any questions that you have for the panelists in the Q&A text box, and we will do our best to answer as many of your questions as possible during the Q&A portion of the session. So with that, we'll get started. Thank you again, everyone, for joining us today. My name is Claire Doyle, and I am a program associate at the Environmental Change and Security Program at the Wilson Center. The Wilson Center is a proud institutional member of the Environmental Peacebuilding Association, or MPACS, which is convening this webinar alongside Impact. And the Environmental Peacebuilding Association is a global community of practitioners, researchers, and decision makers who create and share resources on the links between conflict and natural resource management, including best practices in managing natural resources in conflict-affected settings. A key piece of the Environmental Peacebuilding Association's work is to look across different disciplines and subject areas, from environmental management to the humanitarian sector and the peacebuilding sector, and create links between those areas. This kind of silo busting is critical in the context of mining and the artisanal mining sector in particular. Artisanal mining is a key livelihood activity for people across the world. There are roughly 20 to 30 million artisanal and small-scale miners globally, and it's estimated that 15 to 20% of minerals and metals come from artisanal mining. But much of this artisanal mining is present in high-risk areas that are impacted by violent conflict, human rights abuses, and corruption. And moreover, artisanal miners often do not have the capability to access formal financing channels or to respond to formal financial institutions, which leaves them stuck in more informal and illicit operations. So this webinar will dive into the role of financing to support artisanal miners and traders in accessing formal and legal trade channels. In March of this year, Impact published a new report called Financing the Unbanked: How Community Savings Groups Can Create Pathways for Legal Artisanal Gold in Burkina Faso. And you'll hear more about this report today from our speakers. The report looks at how community savings projects like the Village Savings and Loan Associations are a key puzzle piece in responding to the challenges of artisanal miners and in responsible sourcing projects. What we'll discuss today is how promoting access to financing for artisanal miners, like these savings projects, are not only an entry point for the financial inclusion of artisanal miners, and especially women, but also potentially a tool to support peace building, to build stronger social links, and to strengthen social ties in places that are impacted by weak governance and fragility. So with that, we'll get started with our first speaker. I now have the pleasure to introduce Desiree Nikema, who will speak about the context for artisanal mining in Burkina Faso and the relevance of financing for miners and traders. Desiree is a natural resource and environmental economist. He's a specialist in the governance of extractives and development. He's currently the coordinator for West Africa for the Alliance for Responsible Mining, which is an NGO working for responsible artisanal and small-scale mining around the world. He supports the public administration, non-governmental organizations, mining companies,
and artisanal mining organizations in the West African region in the economic, social, and governance of extractive resources. Desiree, the floor is yours. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez de nous entretenir sur un thème très intéressant et d'enjeux We're not able majeurs. to hear you if you're speaking. There we go. Voilà, donc merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir échanger sur un thème très important et aussi d'actualité. Il faut dire que la mine artisanale pétrolière a existé depuis longtemps dans les cultures africaines et de l'Afrique. On parle spécialement du Burkina Faso. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est vrai que dans les pratiques, au niveau du process de traitement, il y a des améliorations qui ont été constatées. Mais sur les aspects liés à la formalisation, à l'organisation et à la chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas eu grand changement. Il n'y a pas eu grand changement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la dynamique a été impulsée depuis l'avant-dernier code, sinon avant le code, avant modification, parce que je l'ai dit, on a, le code de 2015 a créé les bases pour vraiment une initiative au niveau de l'administration publique afin d'accompagner la formalisation du sous-secteur de la mine artisanale au Burkina Faso. Je parle d'avant parce qu'il y a eu récemment une modification de cette loi-là, la loi 036 portant code minier, qui en réalité a posé les bases, notamment la création d'institutions pour accompagner. Donc, certainement, vous avez dû entendre parler de la NEMAS aujourd'hui, qui a changé de dénomination avec des directives plus particulières. Mais au fond, aujourd'hui, la mine artisanale à petite échelle reste un sous-secteur carrément informel. Je peux vous dire que plus de 95% des activités minières artisanales à petite échelle se font de façon informelle, sans vraiment la détention de documents officiels permettant de pratiquer l'activité dans les normes. Donc, ce qui fait que la majeure partie de la production se trouve dans le circuit, je dirais, des circuits parallèles. Donc, l'État n'arrive pas à avoir le contrôle, par exemple, de la production de la mine artisanale à petite échelle. On estime généralement la production artisanale à environ 10 tonnes par an, ce que je trouve très sous-estimé parce que de mes propres recherches, j'ai fait une évaluation de la production dans 3 régions, pas forcément les régions les plus productrices du Burkina, mais on se rend compte que là-bas, lors de cette évaluation, on se retrouve à 17 tonnes pour les 3 régions par an. Donc, imaginez un peu les 12 régions. Donc, si on ajoute un peu les 9 régions restantes à ces 3 régions, c'est évident que la production va au-delà de 30 tonnes par an. Mais l'État n'arrive même pas à avoir la même mise sur 1 tonne hein, de ces 10 tonnes-là. Si même on s'est limité à 10 tonnes de production annuelle. Donc, c'est pour dire que l'activité est carrément informelle et nos frontières étant poreuses, les acteurs arrivent facilement à faire sortir l'or à travers les différents pays voisins pour pouvoir l'exporter et même souvent aussi par l'aéroport, mais par des mécanismes qui ne permettent pas, par exemple, que l'or qui sort soit tracé. Alors, donc, aujourd'hui, on est dans une activité qui est en forte expansion, très forte expansion, parce que en termes d'activité minière, avec la montée des coûts des matières premières, notamment de l'or, beaucoup d'activités sont liées à la mine artisanale à petite échelle. Et aujourd'hui, avec la situation sécuritaire que connaît le pays et la région, en fait, la mine artisanale à petite échelle, aujourd'hui devient l'activité qui sert de soupape. Moi, j'aime le dire, c'est de soupape à la crise sociale que le pays aurait connue sur la mine artisanale n'existe pas, parce que la majeure partie des régions du Sahel, de l'Est, aujourd'hui sont en proie au terrorisme. Et donc, les populations sont obligées de quitter ces régions-là et de revenir. Alors, aujourd'hui, la chance, c'est que la mine artisanale petite échelle, dans sa forme actuelle, il n'y a pas tellement de barrières à l'entrée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir assez de moyens, vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine technicité avant de la pratiquer, vous n'avez pas besoin d'être alphabétisé, d'être allé à l'école, d'avoir des diplômes avant de la pratiquer. Il suffit d'être en bonne santé et avoir de la volonté. Donc, vous arrivez à vous insérer, quel que soit le maillon de la chaîne, en fonction de votre capacité et avoir quelque chose. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'on a une mine artisanale à petite échelle
qui a été en forte expansion, mais qui face à l'insécurité, au terrorisme, donc qui font que certaines zones ne sont plus accessibles, mais aussi ça joue le rôle de support social. C'est un élément à prendre en compte très important parce que vous voyez que la plupart de ces zones, comme je parle du nord, du Sahel, de l'Est, la plupart des acteurs ont l'activité traditionnelle qui était l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont déplacés, on ne peut pas se déplacer avec ces terres, donc ils reviennent dans les zones et n'étant pas qualifiés pour mener d'autres types d'activités, ils sont tous retrouvés sur les sites miniers artisanaux. Donc, et finalement, ce qui les permet, par exemple, de pouvoir avoir ne serait-ce qu'à manger. Parce que quand vous êtes inséré dans une équipe d'artisans miniers, le chef d'équipe est en charge de vous donner tous vos besoins quotidiens, notamment la nourriture, les petits besoins, sans que vous ayez des revenus particuliers pour vous en assurer. En fait. Et donc, même au niveau des déplacés internes, le nombre de déplacés internes et des sites de déplacés internes qu'on a au pays, en fait, on peut considérer le plus gros site, ceux qui accueillent le plus de déplacés internes, ce sont les sites miniers artisanaux. Donc, ça permet au fait de ne pas saturer déjà les dispositifs formels qui existent de par le truchement de l'État et de ses partenaires techniques et financiers de l'Union internationale qui accompagnent, par exemple, les déplacés internes de ne pas avoir vraiment un surnombre. Parce que le nombre qu'on a aujourd'hui, si tout le monde allait aller dans ce centre aménagé pour refuser de déplacer internes, je ne suis pas sûr que l'effectif qu'on a aujourd'hui ne soit pas multiplié par 2 ou par 3. Donc, il y a une grande partie qui se retrouve sur cette unité artisanale à petite échelle. Et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est une activité qui est restée informelle pendant longtemps avec de vieilles pratiques qui souvent avec des impacts négatifs, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, que sur le plan environnemental. Euh, et aujourd'hui, face à cette situation-là, on a d'autres enjeux qui rentrent en compte. Par exemple, le fait que ces sites soient peut-être à la merci des groupes armés terroristes ou pas, que ces ressources générées dans ce truc-là soient à disposition de personnes qui puissent financer des activités illicites. Donc, ce sont des enjeux majeurs qui sont venus s'ajouter à la mine artisanale aujourd'hui. Et aujourd'hui, au niveau administratif, on essaie de formaliser. Mais comme je le dis, l'objectif de formaliser, c'est plus pour endiguer les impacts négatifs que pour faire de ce sous-secteur-là un maillon vraiment de développement local. Parce que ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces sites se trouvent en milieu rural. Et donc, ça fixe les populations sur place, ça évite l'exode rural, ça évite même que les acteurs soient tentés de traverser la Méditerranée pour aller trouver une meilleure vie en Occident ou aux États-Unis. Donc, parce qu'il y a l'espoir qui est né et ça fixe les populations sur place. Mais aujourd'hui, le mécanisme aujourd'hui fait que il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et ça fait aussi l'une des difficultés du sous-secteur, c'est l'accès aux ressources, parce que l'État n'a pas garanti l'accès aux ressources à la mine artisanale à petite échelle. Donc, vous travaillez sur des périmètres, mais on peut vous déguerpir du jour au lendemain. Vous pouvez avoir un accès à un site où on vous dit que le site est sous un permis d'exploitation industrielle, ou par exemple, vous faites la demande d'autorisation. Par exemple, de donner son accord préalable après qu'on ouvre l'autorisation, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, par exemple, à garantir l'accès aux ressources. Alors que le fait de garantir l'accès aux ressources allait facilement accompagner cette initiative de formalisation, parce que tout est lié un peu à la garantie. Et vous voyez, ça me permet de revenir sur la question de financement. Vous avez un secteur qui n'a aucun financement formel. Aucune structure de financement formel n'accompagne la mine à petite échelle. Et quand vous demandez à vous, oui, c'est une activité qui aujourd'hui est liée à beaucoup de risques parce que les activités travaillent de façon traditionnelle, sans qu'il y ait d'études préalables. Donc, on n'est pas sûr que le jugement sur lequel ils travaillent, c'est un jugement pérenne. Donc, personne ne veut injecter de l'argent. Et surtout, qu'il n'y a pas de garantie parce que les structures formelles qui accompagnent les structures en termes de financement veulent avoir au moins une garantie pour que si l'acteur n'est pas solvable, qu'on puisse compenser le risque par peut-être un bien qu'il pourrait céder ou qu'on pourrait mettre en vente pour pouvoir compenser le risque. Mais du fait qu'on ne garantit pas l'accès aux ressources aux artisans miniers, eh il ne peut pas avoir de garantie. Parce que normalement, c'est quoi? Quand vous regardez même dans les codes miniers, et ça c'est partout en Afrique, hein, vous allez voir qu'on vous dit que l'autorisation n'est pas cessible. C'est écrit. Voilà, l'autorisation n'est pas cessible. L'autorisation n'est pas synonyme de nantissement. Donc, ça vous dit quoi? En fait, vous ne pouvez pas vendre votre autorisation. C'est-à-dire que c'est pas un bien échangeable sur le plan économique. Donc, quand c'est comme ça, par exemple, ça ne vous permet pas de lever des ressources, des financements pour pouvoir accompagner et améliorer vos pratiques.
Donc, vous êtes obligé de travailler avec des systèmes de financement, je dirais, informels, mais en même temps qui vous assujettit, parce que le système aujourd'hui de financement qui existe sur les sites miniers, c'est à peu près les collecteurs ou les comptoirs ou les détenteurs de fonds qui sont en réalité les acheteurs et les financeurs du secteur. Donc, quand ils vous financent, en contrepartie, vous allez leur vendre une partie de votre production à un prix, je dirais carrément en dessous du prix du marché pour compenser le fait qu'il vous a financé. Voilà. Donc, en même temps, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Voilà. Et vous, tant que vous n'avez pas de financement, en fait, il y a un certain moment donné, vous commencez l'initiative, mais à coût de ressources, vous êtes obligé de vous assujettir à ces acteurs-là qui vous donnent de l'argent, des normes formelles et des garanties. Mais juste pour vous dire, OK, si vous atteignez le filon et que vous avez de l'or, vous êtes contraint de me vendre votre or. Et généralement, une partie de cette quantité produite est payée à bas prix pour compenser le fait qu'il vous a financé. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, par exemple, ça fait que la plupart des acteurs de la mine à petite échelle, en fait, sont dans la main de ces acteurs. Ils sont souvent à la fois des grands commerçants, sont des grands commerçants qui sont dans les grands marchés, qui ont des grands trucs, mais qui ont de la liquidité en permanence, par exemple, qui les financent. Et en contrepartie, en fait, ces acteurs les financent, mais ils ne sont pas déclarés comme des acteurs formels d'achat et de vente d'or. Donc, c'est-à-dire que les artisans miniers, ils vendent de l'or, ils prennent de l'or, mais ils ne sont pas reconnus comme des acheteurs. Donc, en fait, on ne peut pas les tracer. Maintenant, eux, une fois l'or à leur disposition, en fait, comme ils étaient des grands commerçants, ils ont aussi besoin de devises pour pouvoir faire l'importation de biens à l'extérieur. Donc, en fait, l'or devient un moyen pour eux d'avoir des devises. Parce que l'or est acheté en monnaie, en devises. Donc, systématiquement, dès qu'ils ont des gens, ils peuvent sortir avec l'or, ils trouvent des moyens subtils de sortir avec l'or pour aller à Dubaï, dans les pays voisins. Et c'est l'or qu'ils vendent sur place. Donc, en dollars, ils ont les devises. Et ces devises, par exemple, ils les utilisent pour faire des achats d'autres marchandises qu'ils ramènent au pays. Donc, systématiquement, en réalité, le circuit est détourné. Voilà, le circuit est détourné. Et donc, ce qui n'arrange pas aussi les artisans miniers, n'arrange pas aussi l'État parce que ça permet, ce sont des fuites de capitaux générées par la mine à petite échelle. Et surtout que quand c'est comme ça, par exemple, les taxes et les impôts qui sont liés à l'activité ne sont pas perçus par l'État. Donc, en termes d'impact réel sur le plan macroéconomique, on se rend compte que la mine artisanale BTG n'apporte pas grand-chose à l'État. Mais en fait, on est tous conscients que sur le plan micro, en fait, ça génère de l'emploi et ça permet, par exemple, je dirais, de réduire un peu la pression, sinon la tension liée au chômage que connaissent nos différents pays. Et ça permet aussi de jouer sur la tension sociale parce que le moment où l'acteur a un espoir, même s'il n'a pas de l'argent aujourd'hui, du fait que de la mine artisanale, on peut devenir millionnaire du jour au lendemain, en fait, l'espoir de devenir millionnaire un jour le maintient sur le site et l'empêche ou lui enlève l'idée de basculer dans un camp qui ne serait pas forcément profitable pour la société. Parce qu'il s'est dit, j'ai pas besoin de mourir aujourd'hui parce que demain, je peux être millionnaire. Et le fait d'entraîner cet espoir-là les permet, par exemple, de rester sur les sites et d'être cantonné et de pouvoir aussi s'occuper et ne pas vraiment à se laisser à la loisibilité qui est la mère de tous les vices. Voilà. Donc, un peu, c'est ce rôle-là que la mine latine à petite échelle joue aujourd'hui au Burkina Faso, où il y a une tentative de formalisation en cours lancée par l'administration, mais aujourd'hui qui n'a pas encore trouvé le bon bout pour vraiment accélérer ce processus de formalisation. Donc, aujourd'hui, on est encore dans une situation où il y a des institutions pour encadrer, pour formaliser, mais qui n'arrivent pas aujourd'hui à donner un coup d'accélérateur à ce processus de formalisation qui est bien voulu au niveau politique. Vous avez les artisans miniers qui sont là aujourd'hui, qui sont livrés à eux-mêmes parce que même l'État ne leur donne pas de garantie par rapport à l'activité. On ne les permet pas d'avoir des droits de nantissement liés à l'activité qui pourraient les permettre, par exemple, de pouvoir avoir le soutien des structures formelles ou des investisseurs, par exemple, qui pourraient venir les accompagner dans leurs activités et résoudre un peu ce défi de besoin de financement qui n'existe pas et qui les confronte, par exemple, à des acteurs qui viennent profiter du secteur pour mener d'autres types d'activités, mais tout en les assujettissant par rapport au coût d'achat de l'or parce que ce sont des préfinanceurs en réalité qui les contraint de leur vendre une partie de l'or, donc qui joue sur la question de la traçabilité de l'or, qui joue sur la question d'impact réel économique du sous-secteur dans l'économie formelle, mais en même temps aussi, aujourd'hui, avec l'insécurité qu'on connaît liée un peu au contexte sécuritaire de la région,
fait que, en fait, la mine artisanale aussi devient une porte. Ça devient aussi une porte d'entrée, par exemple, pour les groupes armés terroristes qui peuvent y venir pour se renseigner, pour recruter, mais aussi pour avoir des sources, hein, de sources de financement pour pouvoir perdurer les activités. Ah. Et donc, du coup, en fait, il y a cet enjeu-là aussi qui est venu s'installer au-delà des enjeux, je dirais, traditionnels d'impact négatif sociaux, environnementaux et économiques, il y a aussi cet enjeu sécuritaire qui est venu s'ajouter aujourd'hui au succès de la mine à petite échelle. Et tout ça, par exemple, et je vous donne un exemple. Vous avez vu, par exemple, il y a des groupes armés terroristes, par exemple, qui vont préfinancer des collecteurs. On a eu ces cas-là, par exemple, où dans la région du Nord, aussi avec la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, par exemple, il y a des personnes qui arrivent et qui préfinancent parce qu'il y a le besoin qui est là. Les artisans n'ont pas, il n'y a pas d'autre cycle de financement. Et donc, ils se laissent tenter par tout financement. Et donc, ces gens-là, pour les avoir, pour les appâter, ils viennent et commencent à leur donner de l'argent pour les amener à collecter de l'or pour eux. Et donc, ça leur permet de pouvoir rentrer dans le circuit, avoir des alliés, des partenaires économiques. Au-delà des partenaires économiques, ils les utilisent maintenant à d'autres fins. Donc, c'est une tentation. Donc, vous dites que le manque de financement de la mine artisanale petite échelle aujourd'hui, c'est, je dirais, c'est un effet, a un effet néfaste sur le développement et la promotion de bonnes pratiques au niveau des artisans miniers, parce que quand on vous dit bonnes pratiques, ça demande l'introduction de nouvelles technologies, de mettre en place des systèmes, et tout ça, ça a des coûts. À ces coûts-là, vous les financez quand vous n'avez même pas le minimum pour pouvoir démarrer l'activité. Alors, celui qui vous préfinance, il n'a pas d'intérêt, il ne voit pas d'intérêt majeur à l'adoption de bonnes pratiques. Lui, il veut de l'or. Donc, quand il vous donne de l'argent, c'est juste le minimum pour pouvoir foncer votre puits et atteindre le jugement. Tout ce qui est lié à accompagner le process, pour que le process soit conforme aux dispositions légales, ça ne les intéresse pas. Et là, ça, c'est un enjeu majeur qui ne permet pas à l'activité de se développer et qui permet de maintenir la communauté minière artisanale PTG dans un système de paupérisation. Ils sont là, ils vivent au jour le jour et ils sont confrontés à tout, et en même temps, ça les rend vulnérables à toute tentation externe. Et donc, les emplois, je parle tout de suite, donc du moment où il y a un besoin criard de financement, même s'ils ne cherchent pas à savoir d'où vient, quelle serait la source des financements qu'ils obtiennent. Donc, finalement, ça laisse des failles que de personnes animées de mauvaises intentions, comme le groupe armé terroriste, exploitent pour pouvoir les avoir. Et aussi, aujourd'hui, il faut savoir que c'est une chose, c'est pas aussi documenté, c'est nouveau parce que le phénomène de déplacement interne à l'intérieur du pays a commencé il n'y a pas très longtemps. Mais il faut savoir que pour tous ceux qui connaissent la mine artisanale à petite échelle et les sites miniers artisanaux à petite échelle savent que ce sont des sites qui aujourd'hui accueillent des milliers de déplacés internes. Des milliers de déplacés internes. Et ces milliers de déplacés internes arrivent et ça crée une pression sur les ressources des communautés locales qui existaient. Parce que c'est encore plus de personnes à nourrir. Donc, en termes de besoins de céréales, d'aliments, c'est des personnes trucs. En termes même de l'eau, par exemple, la disponibilité de l'eau dans les milieux ruraux, il y a une pression qui se fait. Mais en même temps, au-delà de ça, en fait, ça permet à des gens de rester dignes. Ça permet à des gens de rester dignes parce que vous allez voir que chez nous, culturellement, il y a des hommes qui ont 2, 3, 4 femmes. Donc, le chef de ménage, par exemple, peut se retrouver avec une famille de plus de 20, 30 membres. Mais est-ce que vous pensez que les systèmes formels d'accueil des déplacés internes peuvent recueillir une personne avec 30 personnes, 30 membres de sa famille, et puis dans quelles conditions on va vivre? Parce qu'il y a la dignité, c'est qu'il y a des pratiques culturelles, par exemple, qui font qu'on ne peut pas les adopter ou les adapter dans les centres de recueil formels. Donc, vous êtes arrivé, vous êtes des cas de nécessité et les organisations en charge font ce qu'ils peuvent pour vous donner le minimum, mais ils ne peuvent pas vous permettre d'être dans certaines conditions. Alors que dans les sites miniers artisanaux à petite échelle, tout le monde tout le monde peut faire quelque chose. Les enfants, quand je dis des enfants, je ne parle pas des enfants au bas âge, mais ceux qui sont déjà de 17 à 18 ans en allant peuvent aussi trouver des petites activités à faire. Les femmes peuvent aller vanner le minerai pour avoir de l'or issu de l'alluvionnaire ou de l'alluvionnaire. Les hommes peuvent aller intégrer des équipes d'artisans miniers pour pouvoir foncer des puits. Donc, en fait, ça les occupe et en même temps, ça les donne un minimum pour pouvoir vraiment vivre et selon leur culture dans des zones sans vraiment être exposés, par exemple, dans des centres où, à un moment donné, souvent, il y a des pénuries d'aliments et de se confronter souvent à cette difficulté-là. Donc, c'est à peu près la situation, le contexte, par exemple, qui est lié de la mine artisanale à petite échelle actuellement aujourd'hui. On a beaucoup de défis pour les communautés qui sont exposées et qui ont besoin on sécurise les activités, qu'on fait de leurs activités. C'est-à-dire qu'on assume que l'administration, il faut que l'État s'assume
soit vous voulez formaliser l'activité, soit vous ne voulez pas la formaliser. Quand vous décidez de la formaliser, donnez-lui tout le caractère nécessaire de pouvoir bénéficier de toute activité formelle, notamment le besoin en financement. Sinon, en réalité, vous allez voir qu'aujourd'hui, l'initiative que vous avez portée, je sais que Dera va revenir là-dessus, mais en fait, ça a montré un peu aux communautés leur capacité à s'auto-prendre en charge. En fait, ils ne savaient pas qu'ils avaient cette capacité-là aujourd'hui. Parce que la forme de financement qu'ils attendent, c'est des formes standards, des structures privées pour la majorité. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, avec des initiatives simples comme l'a fait le projet, à les amener à avoir confiance en eux, à même celui qui participer un peu à l'amélioration des conditions et des structures sociales qui sont mises en place pour leur bien-être. Vous voyez un peu le besoin aujourd'hui. Et ça, au-delà même du revenu qu'ils ont, de l'argent, en fait, en termes de mindset, même, ça les amène à changer de mentalité et à prendre conscience en eux et à se transformer au-delà de celui-là qui tend la main, celui-là qui a besoin, en un acteur de développement. Il participe au développement. Il sait que lui aussi peut apporter quelque chose à sa communauté. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire, au-delà même de la capacité à dépenser. Ça, c'est très important et ça construit l'humain. Parce qu'un humain dans sa société qui n'a pas confiance en lui, qui ne sait pas qu'il peut participer au développement de sa communauté, en fait, il reste un éternel assistant. Là, je voudrais m'arrêter pour ne pas trop tirer sur la question, mais c'est vraiment très intéressant et vraiment, je félicite cette initiative-là. Et la thématique, je pense que vous la portez très bien et c'est très important de la porter parce que c'est un défi majeur au jeu de la mine artisanale. On ne peut pas parler d'une mine artisanale à petite échelle, formelle, organisée, responsable, sans un appui financier, sans qu'il y ait un système de financement qui l'accompagne. Et ce n'est pas seulement dans la mine artisanale à petite échelle. Tout secteur d'activité a besoin d'un accompagnement financier, d'un système financier qui l'accompagne. Et sans ça, en fait, on serait là 10 ans, 100 ans après, mais on serait toujours avec les mêmes pratiques parce que s'il n'y a pas d'argent qui est injecté, on ne peut pas s'attendre à un changement. Merci beaucoup et très content de pouvoir aussi prendre la parole pendant cette session-là. Thank you very much, Desiree, for those remarks. You raised a lot of really interesting points about the challenges with financing in the artisanal mining sector and the links to traceability and the connections to security risks. And I think your closing note about how to accelerate the process of formalization and how it's a channel for supporting the development of communities in their vision of development is a perfect bridge to our next speakers. So now we'll hear from Katie Seguin and Hamado Dera, who will speak about impact and the experience of implementing the community savings projects in Burkina Faso. Katie, the floor is yours. Oh, sorry, let me introduce Katie and Hamado first. Katie is a policy and research director at Impact, and in this role, she leads and ensures Impact's research activities and policy engagement, which contribute to the organization's mission. This includes leading Impact's research process from the conceptual stage through the publication and dissemination stages, as well as being responsible for representing Impact in a variety of national and international policy-related fora related to natural resource management. And Hamado Dera is Impact's focal point in Burkina Faso. He coordinates Impact's activities across the country through the Foundations for Peace project, which aims to increase financial inclusion in the artisanal gold mining communities and incentivize illegal trade. And Hamado is the liaison with policymakers and stakeholders, supporting local authorities to build capacity to implement enforcement strategies and tackle illicit trade. So Katie, the floor is now yours. Great, thank you. I'm just going to bring my slides up on the screen and hopefully without a technological hitch. Can you see my slides, Claire? Okay, and you hear me. Okay, great. Hi, everyone. It's nice to be with all of you here today virtually to share some of Impact's learnings and reflections from our work in Burkina's artisanal gold mining sector. Desiree provided a really excellent, I think, overview and picture of the sector in Burkina in particular.
I wanted to just do a very quick introduction to Impact for those of you who aren't familiar with our organization. We were previously called Partnership Africa Canada. So some of you may know us from our previous name and our work that we've done in artisanal diamond mining and especially conflict diamonds. Our mission as an organization is to transform how natural resources are managed in areas where security and human rights are at risk. We have a number of different projects across several countries, and we work on the management of a few different minerals, such as gold, the 3 Ts, cobalt, and diamonds. But of course, as many of you on the call know, the extraction of these minerals, doesn't take place in a vacuum. So of course, we're often looking at the management of other non-mineral resources in the vicinity of these, so things like water and timber. So the focus of our presentation today is on our Foundations for Peace project in Burkina Faso. This is a project that we started to implement at the beginning of 2021 in partnership with ARMS. So we worked closely with Desiree through this project. The project has 3 pillars. The first was to promote financial inclusion in the artisanal gold mining sector, which Desiree so eloquently voiced the importance of that. And we've done this through the implementation of a model that we call it the AFICOD model, which is essentially a French acronym. But really what the AFICOD model is it's a village savings and loans association model, which is very typically used with amongst large development organizations in agricultural contexts. And so we've taken this model and we adapted it to the sort of specificities around artisanal gold mining communities. And we've also designed it with women's economic empowerment as a key objective of the project. And so it has a gender inclusive approach that also serves to promote gender equality more widely within the communities. The second component of the project is to help incentivize responsible and legal trade. So what we've done under that component is we engaged a variety of stakeholders, both at the national level, but also within the communities where we were working, to really help identify what are some of the barriers to formalization in Burkina Faso. And the third pillar of the project was to look at how we can improve enforcement strategies to tackle some of the more egregious forms of illicit trade of gold that happens within the country. So today we're going to focus more on the first pillar of the project, but there's a very strong link between the 3 components of this project that are not always obvious to everyone. So I wanted to take a closer look at these linkages. And these are also more explicitly laid out in the report that was mentioned at the beginning. So if you look at this cycle here, as Desiree noted, most of the production and trade of artisanal gold is still carried out informally across Burkina. And there are several reasons behind this. It's still a new endeavor, to formalize the sector, but it's it can be a very expensive process to have to pay, different fees associated with securing authorizations, travel or accessing the right apparatuses to apply through formal processes are not always available in convenient locations. It can be costly to access them. And there's really not a lot of incentive to formalize at the moment. And so without that formal, business or legal entity that's able to, that has the applicable authorizations, it's very difficult for those miners to access formal financing. And especially amongst those that are really located in more remote areas and can't access those services. And of course, if you're a woman, you often face additional obstacles to being able to access financing. If you don't have land or capital to serve as collateral, it can be quite difficult.
And so they are reliant on informal sources of financing. So this can come from friends and family, but as Daisy Day noted, a lot of times it comes from the traders or those who are buying gold from miners. And they're financing those traders, they're prepaying for that gold that they will be mining. And so that gold is really already tied to the informal market, to the illicit market, even before it's mined. And it creates an indebtedness to the trader, and puts that gold on the path of an illicit or an informal channel. So for downstream buyers of gold, or for potential formal financiers, that relationship between miners or traders and the informal market is deemed as a red flag, and a lot of those businesses don't want to do business with those entities because they don't meet their standards, and they worry about the possibility of being tied to, risky activities around money laundering or tax evasion or criminality. Even though that might not necessarily characterize the sector as a whole, those risks still exist. And so it creates a bit of a chicken and egg scenario, because the miners can't break their dependence on the informal market unless they can replace it with the formal market. But the formal market doesn't want to really step in and start financing until they've broken those ties. And so this is really a problem that's quite typical of artisanal gold mining across Burkina, but also across most of Africa. And efforts to break this cycle and introduce formal financing in a lot of artisanal mining contexts have been quite difficult. And there's been some emphasis on engaging the financial sector and looking at different formal financial actors that could step in to try to bridge that gap. However, it's clear that a lot of the financial solutions that are offered today correspond with a higher degree of formalization, or groups that are closer to being able to formalize. And so a lot of these options are not necessarily compatible with what is the average situation for an artisanal gold miner in Burkina. And so I've put this, this example on the slide because it gives you a sense of how far away a lot of miners are from having ever had any kind of access to financial services at all, even something like a bank account, let alone something more advanced like a loan or a line of credit. And so that's really the kind of context in which we designed our AFICOD project. And so I'm now going to turn the floor over to my colleague, to Monsieur Dera, who will make his interventions in French. So if you need to change your language on your Zoom, please go ahead, and I will pass the floor over to you, Dera. Merci bien, Kelly. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous selon vos localités respectives. Je suis très ravi de vous joindre ce panel qui est vraiment d'une importance capitale vu la pertinence du thème. Je remercie les précédentes interventions, notamment Désiré et Kédi, qui ont suffisamment bien planté le décor pour me permettre d'aller directement à une réponse à la question de savoir qu'est-ce que Impact, en partenariat avec ARM, a pu réaliser sur le terrain, à savoir la mise en place, la mise en œuvre du modèle AFCOR. AFCOR, c'est l'acronyme signifiant l'autonomisation des femmes, l'épargne et le crédit communautaire responsable. Et sa mise en œuvre a consisté pour nous, comme l'a déjà dit Katie, d'implémenter le mécanisme de l'épargne communautaire très bien connu dans le monde du développement, qui est le mécanisme des AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit,
que nous avons adaptées à un certain nombre de réalités, à un certain nombre de contextes qui sont ceux du secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle. Kelly, comme tu gardes la commande, on peut aller au slide suivant. Pour présenter le process de fonctionnement de AFECOR. Alors, le temps ne permettra pas de reprendre point par point tous ces éléments, mais déjà, il faut retenir que le système des AVEC a consisté pour nous d'accompagner nos bénéficiaires à se constituer en des groupes d'épargne, sur une moyenne de 25 par groupe, de constituer une épargne hebdomadaire qui par la suite les a permis de s'autofinancer à travers cette épargne qu'ils ont pu se constituer. Donc, comme je le dis, je vais juste retenir quelques points ici qui ont fait l'objet d'innovation dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Par exemple, je prends le point 4, qui est que nous avons procédé à les accompagner pour mettre en place un fonds de solidarité. Cette caisse de solidarité répond effectivement à la thématique du jour sur la question de cohésion sociale au niveau de ces communautés. Cette caisse de solidarité consistait, au-delà de l'épargne hebdomadaire, à garder une ressource qui est une sorte de réserve que les communautés ont gardée pour se soutenir, pour manifester leur solidarité en cas de difficulté ou en cas d'événement heureux entre les communautés. Je prends également le point 8, qui a consisté, au-delà de la question d'inclusion financière, d'aborder des thématiques également qui ont attrait à la question de série de dialogues sur la question du genre, sur la question de bien-être des ménages, sur la question de respect des droits fondamentaux des femmes au niveau de ces communautés-là. Et le point 9 également est une innovation également qui a été associée au mécanisme ordinaire des AVEC, qui est qu'on a pu apporter un renforcement des capacités, on a pu apporter une plus-value en termes de gestion des activités génératrices de revenus, parce que la plupart des fonds qui ont été générés par les femmes les ont permis de réinvestir dans leurs activités génératrices de revenus. Donc, voilà un peu le schéma de mise en œuvre du projet AFECOR, qui se veut véritablement une base pour l'inclusion financière des actrices et des acteurs dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Alors, inutile de revenir sur la question de l'exclusion de ces actrices et ces acteurs qui déjà a été abordée par Kédi et Désiré, même s'il faut insister sur les innovations que nous, en tant qu'organisation, nous pouvons déjà apporter pour permettre à ces actrices et ces acteurs-là de commencer à prendre leurs responsabilités, parce que si les institutions tardent à aller vers les actrices et les acteurs, il leur revient, en tout cas, de pouvoir s'organiser, de faire le minimum qui est le leur, en attendant bien sûr de convaincre et d'attirer les autres investisseurs, les autres partenaires à les venir en appui. Donc, pour citer quelques résultats justement de ce projet qu'on a mis en œuvre, alors, on a pu mettre en place 54 groupes d'épargne communautaire, 54 avec, qui ont mobilisé plus de 1300 membres, dont 80% sont des femmes. Donc, je peux faire une petite halte pour partager déjà quelques leçons apprises, parce que vous aurez constaté que la cible principale du projet, c'est l'autonomisation de la femme. Mais dans la mise en œuvre, nous avons pris le soin d'écouter les bénéficiaires et on a compris qu'il était important, bien que la cible principale soit la femme et que nous privilégions, nous n'avons pas fermé la porte, nous n'avons pas fait d'exclusion sur les candidatures masculines qui voulaient se joindre aux AVEC. Et les femmes ont estimé pour certains groupes qu'elles se sentaient à l'aise d'être uniquement dans le groupe uniquement de femmes. Et d'autres groupes de femmes ont estimé qu'elles préfèrent être dans le groupe mixte, de sorte à ce qu'elles s'occupent des questions de la gestion de l'argent, la gestion de la caisse et répartir des tâches pour lesquelles les hommes peuvent leur venir en appui. Donc ça, c'est déjà une première leçon apprise, à savoir que bien que la cible principale soit la question du genre, la question des femmes, il fallait ouvrir cette possibilité aux acteurs qui voulaient accompagner cette vision-là. Alors, on a pu, en somme, les permettre de mobiliser plus de 131 000 $ en termes d'épargne. Et plus de 50% de ces montants ont été utilisés à réinvestir dans les activités génératrices de revenus.
certaines femmes ont pu diversifier leurs ressources de revenus et diversifier leurs activités parce que certaines se voyaient obligées de faire uniquement l'activité au niveau de la mine parce qu'elles n'avaient pas d'autres options. Mais en arrivant à diversifier, certains ont pu, par exemple, investir dans la maraîchage, en plus de ce qu'elles faisaient dans le secteur de l'artisanat minier. Certaines ont pu investir dans l'élevage. Donc, ces activités accessoires, par exemple, les ont permis de placer leurs enfants ou en tout cas de s'occuper à autre chose sans être uniquement contraint de rester uniquement dans le secteur de l'exploitation artisanale. Donc, cette diversification également a été une résultante assez probante. Toujours en termes de résultats, je pense que les femmes ont beaucoup insisté sur cette question de l'éducation financière parce qu'elles se sont rendues compte que ce n'est pas tant le manque de ressources qui est leur problème, mais c'est plutôt comment est-ce que cette ressource est gérée, comment est-ce qu'elles peuvent arriver à réinvestir ça pour avoir un revenu. Donc, l'éducation financière, notamment l'habitude de l'épargne, a systématiquement augmenté selon les enquêtes de fin de projet que nous avons recueillies auprès des femmes et des hommes qui ont participé à ce projet. Parce que, puisque le mécanisme fait qu'il faut une épargne hebdomadaire, certaines personnes n'étaient pas dans cette habitude-là, mais la mise en œuvre du projet leur a permis justement d'aller dans cette amélioration de leur niveau d'épargne au niveau hebdomadaire. Et désormais, c'est une habitude qui est restée dans leur pratique. En termes de résultats, toujours la caisse de solidarité a apporté un résultat en termes de plus-value parce que au-delà de l'inclusion financière, au-delà de la question de l'argent, il a beaucoup plus été question de cohésion sociale. Parce que les bénéficiaires nous le disent. Pendant longtemps, certaines ont été dans des communautés voisines, d'appartenance différentes, mais le fait de se réunir à travers ces groupes les a permis de traiter d'autres questions d'intérêt commun. Et la caisse de solidarité les a permis, par exemple, d'utiliser des ressources propres à elles pour pouvoir financer des secteurs ou bien des domaines qui sont d'intérêt commun. Par exemple, une partie du fonds de la caisse de solidarité a permis aux femmes d'équiper leur maternité, leur centre de santé. Et c'est exactement comme le disait Désiré, c'est une question de confiance qui est acquise parce qu'elles n'ont plus besoin que quelqu'un vienne de l'extérieur pour pouvoir équiper leur maternité, équiper leur centre de santé, mais elles ont pu puiser dans leur caisse et le faire. En termes d'impact communautaire aussi, c'est très important parce que quand les communautés se rendent compte que les femmes et les hommes qui travaillent dans la mine artisanale arrivent à investir dans des secteurs aussi cruciaux, aussi importants que ceux de la santé maternelle et infantile, alors vous verrez que ça crée un climat d'apaisement par rapport à ce qui peut être une sorte de conflit d'intérêts entre les actrices, les acteurs et ceux qui sont hors de l'activité. Donc, il y a plusieurs éléments, en tout cas, qui nous ont vraiment confortés sur la question de cohésion sociale, parce que nous sommes dans un contexte où il y a les déplacés internes, comme ça l'a déjà été dit. Certains groupes, certaines AVEC ont puisé dans leur fonds de solidarité pour venir en appui à des femmes qui ont subi les questions d'insécurité dans leur zone d'origine et ont dû faire cette migration, ce mouvement de déplacés internes. Donc, véritablement, il y a plusieurs éléments. Je pense que comme le rapport sera partagé également, vous pourrez voir beaucoup plus d'éléments qui vont dans le sens justement à étayer le fait que l'inclusion financière, elle est fondamentale pour la question du peacebuilding que nous recherchons dans notre environnement. Donc, on a pu également avoir quelques observations d'ordre général qui ont déjà même été abordées par mes prédécesseurs. Par exemple, la question de la formalisation. Il n'est pas possible d'aborder la question de la formalisation sans traiter de l'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'efforts sont faits dans le sens de la formalisation. Beaucoup d'efforts sont faits sur la question de l'environnement, sur la question de santé, sécurité, hygiène, sur les questions de lutte contre la fraude. Mais tant qu'on ne trouve pas une solution au mécanisme de financement formel, tous ces efforts sont voués à l'échec. Mais en faisant, par exemple, ce projet, nous nous sommes rendus compte que nous créons en même temps des zones d'intérêt où on peut aborder toutes ces thématiques auprès de ces groupes d'épargne communautaire-là.
Donc, il faut constater aussi qu'à ce jour, le système de financement classique n'est pas du tout adapté. Donc, nous avons constaté que la mise en œuvre de projets AFECOR est un modèle vraiment typique. Il est très adapté aux réalités et aux besoins des actrices et des acteurs qui sont dans ce secteur-là. Et la question de l'inclusion financière doit forcément prendre en compte la question genre également. Vous avez vu quand Kedi a donné le tableau de niveau d'inclusion financière et des défis, alors les données sont encore plus alarmantes pour ce qui est de la situation de la femme, qui souvent a besoin, pas forcément d'un gros budget, souvent un budget minimum. Nous, sur le terrain, nous avons vu des femmes qui, avec des montants qui vont entre 100 et 200 dollars, qui ont pu quand même investir de façon viable dans le secteur d'activité. Donc, cette approche genre permet d'adapter et de répondre à un besoin spécifique qui est celui des femmes au niveau du contexte de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Donc, toujours en termes d'observation, il faut dire que la formalisation ne devrait pas se limiter à une simple question de légalité. OK. Slide, please. Donc, ça ne doit pas se contenter à juste une question de légalité, mais prendre en compte tout ce qu'il y a comme élément en lien avec les réalités socio-économiques de ces acteurs et de ces actrices et apporter une solution durable, une solution viable. Et de cette manière, nous avons la conviction que le modèle AFECOR, dont nous sommes vraiment très ravis toujours de partager les résultats dont nous avons tirés, constitue une base pour la cohésion sociale, pour la sécurité économique, qui sont des facteurs très importants justement pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix au niveau des communautés minières artisanales et à petite échelle. Donc voilà ainsi les deux rapports qui sont postés et je pense que par la suite, Kelly pourra partager le lien pour ces rapports pour ceux qui souhaitent vraiment en savoir davantage. Donc, voilà juste quelques mots. Et merci encore une fois pour cette opportunité et nous restons disponibles pour en dire davantage selon les centres d'intérêt des uns et des autres. Je vous remercie. Thank you, Katie and Hamado, for your reflections. I think a couple things that really struck me from what you said and what you kind of wrapped up with at the end are how artisanal miners are so far from having access. Many artisanal miners are very far from having access to any kind of financial services like bank accounts and loans, and how financial institutions and interventions need to account for that and be adjusted accordingly. And then the importance of the gender lens and how gender-sensitive financial inclusion programs can support greater gender equality and then wider social cohesion. So I'm looking forward to returning to some of these themes in the Q&A. But next and finally, we'll turn to Susan Keene, who will speak about why access to financing is an important part of formalization, considering local contexts, and then some of the learnings from the Planet Gold program. So Susan is a public health specialist with over 30 years of experience working on domestic and international environmental health issues. Her work has covered a range of topics and spanned several regions of the world. Most recently, Susan has focused her advocacy on reducing global mercury pollution, particularly in artisanal and small-scale gold mining. She was directly engaged with governments during the negotiations of the Manhatma Convention on Mercury, and is now working with UN agencies, countries, and NGOs to put the convention into action. And in particular, she's working with the Global Environmental Facility and UNEP on the GEF-funded Planet Gold program to reduce mercury use in artisanal and small-scale gold mining in 8 countries. So Susan, the floor is yours. Great, thanks, Claire. So as Claire just said, I am the global coordinator of the Planet Gold program, which is funded by the Global Environment Facility.
The way that Planet Gold came about is that it is the mechanism by which parties to the Minamata Convention can try to meet their obligations under that convention to reduce and, where feasible, eliminate the use of mercury in artisanal and small-scale gold mining. So the intent of the program, it's a very mercury-focused program, but you know, the negotiators of the convention recognize that mercury is really just a symptom of the broader informality of the ASGM sector. So the Planet Gold program reflects that and has an emphasis on improving access to finance as a way, you know, to get to the reduction of mercury in the sector. So next slide, please. So the pillars of the Planet Gold program include, you know, of course, as we heard a lot about from the other speakers, formalization as really the foundation of improving informal, professionalizing the sector. Access to finance is a core pillar, as well as introduction and transfer of technology solutions to not just reduce mercury use, but also to improve the efficiency of the sector and reduce its environmental impacts generally. And then finally, you know, if all of this works together, you know, improve access to formal markets by small-scale miners. So I just wanted to say here that the Planet Gold program does focus on access to finance, but it really considers it as an iterative process. And I think Katie really brought this out well in her presentation. You know, there's this chicken and egg problem of, you know, it's hard to get finance until you're formalized, but it's hard to formalize without some finance. So really the idea here is maybe to take some steps in the right direction and have enough formalization that you have some financial actors that are willing to engage, and then through that engagement, really demonstrate how miners can meet their financial obligations. And once the finance sector is more comfortable with ASGM, that will open the door a little wider to more financial products. So these are the pillars of the program, though, and they all do try to work together in order to enhance a professionalization of the sector. Next slide, please. But of course, you know, again, we've heard from other speakers, but just to summarize, there are quite a few barriers to formal finance. It's important to recognize that those barriers are on the side of the miners, but also on the side of the finance providers. You know, you have to look at it from both sides in order to really try to devise interventions that are helpful. So of course, you know, the fact that ASGM has difficulty achieving legal status for all the reasons we've just heard from other speakers, you know, is a barrier to them accessing formal finance. From the finance provider's point of view, working with people who do not have legal status poses significant risks, reputational risks, and others. As was mentioned. The inability for those miners to meet due diligence requirements leads to a very high cost of due diligence for the finance provider. The ASGM miners may feel that there's a lack of appropriate financial products, you know, loans that really meet their needs, you know, have the right interest rates, have the right payment schedules that suit the nature of the business. But the finance provider, on the other hand, really doesn't have any familiarity with the sector, doesn't know how it works, doesn't know how the business works. So they don't have the ability to really design appropriate products. A lot of miners don't have formal business experience, and so they aren't able to construct their requests for finance in a way that's familiar to finance providers. And from the finance provider's point of view, they don't see any finance-ready projects because they don't see, you know, the kind of information that they're used to having when they do an evaluation of creditworthiness. And finally, of course, just small size. These miners are often quite small. That's why they're ASGM. And from the finance provider's point of view, that creates a lot of transaction costs, very high transaction costs, which can be a significant barrier. Next slide, please. So the Planet Gold program is trying to devise interventions that address some of those barriers. But I did also want to point out that there is no one-size-fits-all solution.
the focus of this webinar has been talking about village level savings and loan models, which are, fantastic for the artisanal scale of, miners who, for whom $500 to maybe even up to $10,000, makes just a significantly tremendous difference. But the ASGM sector, we call it artisanal and small scale mining, but really the way it's viewed in a lot of countries, it's everything except large scale mining. So the sector is extremely diverse. It's everything from the very small artisanal scale through to, community level mining, relatively large cooperatives that bring miners together to work together, and even larger operations that do centralized processing, for example, where they use small-scale miners as the feed into their processing systems. So all of those different actors really need different kinds of finance, and the finance has different objectives. So we've been hearing about financial inclusion of unbanked miners, miners who the inclusion of women, those are certain kinds of development objectives. In other cases, for example, the elimination of mercury, we may want to focus on the bigger operations because those are the ones using, tremendous amounts of mercury and really poisoning the environment. So there's different objectives for different programs. And there are different financial sources for those different needs. So what we've again been hearing about is this, microfinance or village level savings kinds of sources through to commercial banks. In some countries, national development banks provide a source of financing for small, medium-sized enterprises. Downstream gold buyers, whether illicit or licit, often provide pre-financing. And then in some unique cases, private capital can be enticed to invest. And there's this growing interest in impact investing, where investors who are not just interested in getting a return, but also want to see a social impact like reduction of mercury or empowerment of women, may be able to be enticed to provide private capital for some of these operations. So taking that all into account, we have been working on different models in the Planet Gold program. So next slide, please. And I'm just going to give you some examples. There's a lot more information about this on the Planet Gold website, so I encourage anyone who's interested to go to planetgold.org and you can find a lot more information. But I'll just go over this briefly. A couple of the Planet Gold projects, specifically in Colombia and in Burkina Faso, there is a Planet Gold project in Burkina Faso, are looking to work with commercial financial institutions to develop loan facilities for small-scale miners. And in this case, they've developed a guarantee fund where the financial institution will be compensated for defaults on those loans, at least to a certain degree. And what's interesting about some interesting features of those guarantee facilities, I mean, that's a fairly common approach in the development world, to have a guarantee facility to entice commercial finance to get engaged in something that otherwise they might find too risky. But in this case, one interesting feature of the Burkina Faso project is that they are trying to attract capital to their guarantee fund from a range of different actors who are interested in creating a more responsible small-scale mining sector in Burkina Faso. So for example, not just our own project funds, but also trying to get large-scale mining companies who might be interested, or downstream buyers, or other development agencies, and of course the government too. So not just one source of finance, but trying to get a lot of actors together to contribute to the guarantee element of that fund. In the case of Colombia, the Colombia project has worked with that finance provider to create different kinds of incentives that go along with that loan facility. So not only does the guarantee facility help the bank to reduce their risks,
but it also provides incentives for the miners to take those loans beyond just the benefit of having capital. For example, the financial institution is developing new kinds of accounts that are suitable for minors. They are also offering things like discounted life insurance and other kinds of interesting financial products for those minors. So it's not all about protecting the financial institution. It's also about benefiting the miners. In another example, our Philippines project is working on a project where they are trying to get the Central Bank of Philippines to issue forward purchasing agreements, because in Philippines, like in a lot of countries, small-scale miners are supposed to sell their gold to the central bank. And in this case, those forward purchasing agreements can be used as collateral with commercial lenders in order to get the initial loan. But interestingly, these forward purchasing agreements are dependent on the small-scale miner being able to conform with basically the CRAFT due diligence requirements. For those of you who are familiar with CRAFT, it's a system of due diligence focused on small-scale mining. In the case of Peru, they're experimenting with debt mechanisms that include intermediaries. So, for example, a miner will take a loan from a financial institution in order to buy new equipment, but the financial institution doesn't give that money directly to the miner. Instead, they give the money to the equipment supplier, who then provides the equipment to the mining operation. And in this case, it gives the financial institution some sense of security that the money is going to, what it's supposed to be going for, which is buying equipment. And finally, like the model we just heard about this morning, our Mongolia team is trying to develop a savings and loan cooperative in the ASGM community, where so the ASGM miners themselves are the leaders of that savings and loan cooperative. And the interesting feature there is again, this is all in process, we'll see if it works, but trying to attract the seed capital from a profit sharing arrangement with the centralized processing plant. So these are all different models. I want to say, Planet Gold is still in progress and we're still working, and we will see which of these models work, which if they don't. Our intention is to make sure we share the experience with the entire community so that we can learn about what kinds of models might work for the sector. Next slide, please. Finally, I'll just leave you with some thoughts on some of the practical lessons we've learned to date, even though, as I said, we're not finished. We don't know whether these will work or not. But it's very clear that perceptions really shape the willingness of financial institutions to get involved in this sector. So whether, obviously there are real and significant risks associated with the sector broadly, and the involvement of illicit actors is a real issue. But it's not the story, it's not the whole story of the sector, right? The sector also has a lot of very good law-abiding people who are really just trying to make a living. And that story doesn't get told enough. So this issue of perception, it really affects the ability to access finance. In addition to all the business issues about finance, there's also just this perception problem. So based on that, not only do we need to train miners on business skills, of course, that's important so that they're able to take more formal finance, but it's also equally important to expose financiers to the sector, including taking them out to the field so that we demystify small scale mining. Of course, there are places where that's not possible due to security issues, but there are other countries where it is possible, again, because not everywhere is, ASGM isn't always practiced in conflict areas. There are plenty of places you can go.
We also found, interestingly, that equity might be more attractive to miners than debt. They don't like taking on debt in many cases, and they're more interested in equity approaches where they can do profit sharing, essentially, with an investor. So that's something to keep in mind when designing interventions. For formal financiers, the market needs to be big enough to merit the effort. In some of our Planet Gold countries, the number of miners is actually relatively small. And so the effort that it would take to actually devise products and do all the due diligence, et cetera, associated with that for a relatively small number of customers, the commercial entities just didn't feel like it was worth it. And so that's why in those cases, you really have to pivot to other kinds of finance that don't involve banks, essentially. And then finally, it might be obvious to say, but one thing we really need to focus on is improving the availability of equipment and other materials locally. One of the, as a program that's trying to improve the sector and reduce and eliminate mercury, as someone else said on the call, that takes money, right? And it really takes a lot of money if you're importing all of that equipment from overseas. And everything has to be, shipped from South Africa to South America or vice versa. So having local fabrication really could significantly lower the finance needs for this alternative equipment and really enhance the ability to improve the sector and lower its environmental impacts more quickly. I think that's all I had to say. Next slide. I think that's the end. I just want to make sure that I'll put into the chat the Planet Gold website so that there's a lot more resources available on the website, and I invite you to visit there. Thanks. Thank you so much, Susan, for your remarks and for your emphasis on how we need to be thinking about interventions and solutions on both sides of the equation, both the artisanal miners and the financial providers. So we'll turn now to the Q&A portion of our event. So just a reminder, if you have any questions for the speakers, please write them in the Q&A box. We'll be starting to pull questions from there. We've already had a few come in. So we've had a couple questions asking about collaboration between artisanal miners and industrial mines. So this is a question directed at all the speakers, whoever wants to speak up about this. How can industrial mines or large-scale mining support artisanal miners and community savings projects? Or what could be the role of these large-scale mines in financial inclusion initiatives? Feel free to just speak up if you have some thoughts on the question. I can give some thoughts on that. What we found, we have tried many occasions in many of the Planet Gold countries to approach large-scale miners, especially those who are adjacent to the small-scale mining operations. There are different ways. There can be, in some cases, there have successfully been financial agreements between large-scale mines and small-scale miners, where the small-scale miners essentially become subcontractors of the large-scale mines and provide the ore, and then the ore is sold directly to the large-scale mines for processing, which can have financial benefits because the large-scale mines presumably have better and more efficient processing facilities and can extract more gold out of the ore, so they get a higher amount of yield per unit of ore. There's also maybe not direct financial ways, but lots of other ways in terms of technical training, health and safety training, just processing training, mining engineering, geological information. There's just many other ways that, as good neighbors, the large-scale mining operations can assist in the professionalization of their neighboring small-scale miners. Yeah, and I do think there's some examples of some progressive large-scale mines who are interested in doing that. Maybe I can add to that. I think I agree with Susan. I think there's
probably more openness from the large scale mining sector to exploring those types of models or how they can support artisanal mining than what we saw, a decade ago or more. So I think I think a lot of companies are kind of coming around. I think a lot of them have similar challenges, or they see similar risks as what the financing sector does, right? In terms of needing that to make sure that there are those due diligence processes in place, to make sure that that there's some level of traceability, that they know who's kind of working in different areas, that sort of thing. And so I think that is also kind of a barrier that needs to be unpacked for a lot of large scale mining companies. And I think I think there's many options to explore around helping to minimize, some of those risks, including reputational risks that companies might see in engaging with the ASM sector. Because I think traditionally there's been sort of this sense of just like, build a fence, kind of protect your area, don't let them in, which has clearly failed in a lot of different contexts. And so I think there's opportunities at looking at managing some of those risks the same way that we would want to do with the financial sector. Je peux ajouter quelque chose? Yes, of course, bien sûr. Alors, je dirais que la collaboration entre mines artisanales et à petite échelle et mines industrielles est plus que primordiale. Je sais qu'il y a des activités qui ont lieu notamment en Amérique latine, où des compagnies minières, par exemple, ont mis en place un processus de collaboration avec les artisans miniers là-bas. Certes, le contexte n'est pas pareil et j'aimerais aussi, je reviendrai sur ça pour ce qui concerne l'intervention de Planète Gold. Mais ici, par exemple, j'aimerais dire, je sais que celui qui a posé la question, c'est Cyril, je connais très bien et qui travaille au niveau de la Chambre des mines du Burkina Faso. Je suis content de la nouvelle dynamique de la Chambre des mines du Burkina Faso, qui est aujourd'hui en train de chercher des solutions pour que, en réalité, la cohabitation entre mines artisanales et à petite échelle et compagnies minières se fasse bien. En fait, je pense qu'il y a une compagnie minière qui a commencé, mais dans la mise en œuvre, ça n'a pas été comme il le faut. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut laisser les tests, parce que je le dis, nos tests aujourd'hui ne sont pas des tests qui garantissent une bonne cohabitation en mine artisanale et à petite échelle et grande mine au Burkina Faso, parce qu'il y a des limites. Et je le dis, l'État refuse de s'assumer, ça je le dis, au détriment des grandes mines au Burkina Faso, l'État refuse de s'assumer. En fait, elle prend la thématique de la mine artisanale à petite échelle comme une patate chaude qu'elle essaie de jongler entre deux mains sans vraiment l'attraper. Donc, c'est aux compagnies minières, par exemple, de créer un cadre. Moi, c'est ce que je dis, il faut créer un cadre où vous avez dans ce cadre-là les compagnies minières, vous avez les artisans miniers de l'autre côté, vous avez l'État qui est là et le quatrième acteur, ce sont les organisations de la société civile, ce sont les ONG. Ce sont les ONG. Et ce cadre-là va vous permettre, par exemple, de mettre sur la table les enjeux et les intérêts des compagnies minières d'un côté, les enjeux et les intérêts des artisans miniers et à petite échelle d'un côté, et ensemble, on essaie de chercher à trouver une solution tout en respectant les intérêts de chaque partie. Et on définit un process et vous mettez les organisations de la société civile comme garants et acteurs de mise en œuvre de ce process-là. Vous allez voir qu'on aura une bonne collaboration, que chaque entité va travailler sans que, en réalité, l'un ne puisse négliger l'intérêt de l'autre et compromettre l'intérêt de l'autre. Et ce mécanisme-là, par exemple, peut encourager et amener tous les acteurs autour de la même table pour trouver la solution. Et je le dis, Cyril, tu le sais, par exemple, qu'il y a une compagnie minière qui a essayé de mettre à disposition une partie de son périmètre aux artisans miniers. Mais l'erreur que cette compagnie a faite, elle l'a fait elle-même. Elle l'a fait elle-même en sachant que, en le faisant elle-même, le risque est élevé. Et elle-même, elle s'expose, par exemple, par rapport à un manque de confiance de la part des artisans miniers de la compagnie elle-même. Alors, donc, l'idée, c'est que c'était bon de pouvoir travailler et d'aménager une zone qui peut-être n'est pas de fort intérêt pour la compagnie minière à la disposition des artisans miniers, mais de faire en sorte que la mise en œuvre se fasse, par exemple, par des entités comme les organismes de la société civile ou les ONG qui, en réalité, ont la capacité de travailler avec les artisans et qui ont l'habitude de travailler avec ces artisans miniers, qui présentent tous les garde-fous
en termes de respect du périmètre des intérêts de la compagnie minière elle-même, mais aussi en termes d'obligations et de devoirs pour les artisans miniers de se conformer aux dispositifs et aux engagements qui ont été pris. Mais quand c'est la compagnie minière elle-même qui veut mettre en place, qui désigne un périmètre et qui dit aux artisans miniers d'aller travailler, mais quand il y a un conflit, en réalité, comme je dis, il n'y a pas de soupape. Le conflit est direct, c'est-à-dire c'est l'interaction entre les deux acteurs. Et systématiquement, dès qu'il y a des grincements, c'est un conflit. Et malheureusement, aujourd'hui, la compagnie dirait que non, elle a essayé de mettre à disposition un périmètre au profit des artisans miniers, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas le fait de mettre à disposition. Il y a l'approche. Dans la mine artisanale, il faut de l'approche, il faut de la méthodologie. Et si vous, même si vous laissez votre puits principal, votre force principale à disposition des compagnies et des artisans miniers, et qu'il n'y a pas de l'approche, il n'y a pas de la manière, il n'y a pas de la méthodologie dans ce que vous faites, en fait, ça va se retourner contre vous. Et vous aurez l'impression d'avoir essayé, mais ça ne marche pas. Et là, c'est pour parler un peu du fait qu'on peut concilier, on peut amener les deux acteurs à trouver des terrains d'entente pour que chacun s'exerce toujours sans pourtant compromettre l'intérêt des autres. Le deuxième aspect, ça me permet de revenir sur la présentation de Planet Gold. Concernant Planet Gold, en fait, il ne faudrait pas faire l'erreur de penser que la mine artisanale à petite échelle, la dénomination, elle est pareille, mais l'organisation, le procédé et le type de mine artisanale à petite échelle en Amérique latine est carrément différent de la mine artisanale à petite échelle en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas les mêmes ossature, ce n'est pas la même organisation. Donc, si vous prenez les méthodologies ou par exemple les pratiques, les success stories en Amérique latine et vous voulez les transposer sur le contexte africain, et notamment ouest africain, en fait, on va directement à l'échec. Et ici, le défi majeur, l'enjeu, c'est quoi? Il est difficile de trouver un mécanisme de financement pour les mines artisanales à petite échelle. Donc, si vous mettez les premiers mécanismes qui viennent en place, si ça échoue, vous allez décourager toute la chaîne. Aucune initiative ne viendra encore prendre le risque de pouvoir accompagner. Donc, c'est de faire en sorte que tous les premiers essais, on ne peut pas être garant à 100% que ça marche, mais au moins d'avoir un résultat qui permet au moins d'encourager des initiatives à venir. Sinon, en réalité, on va carrément, c'est-à-dire que décourager toute initiative ultérieure au process de financement des activités minières artisanales à petite échelle. Merci beaucoup. Thank you all for your responses. Oh, go ahead. Bon, c'est juste peut-être en quelques minutes pour appuyer la nécessité justement de cette question de cohabitation entre les deux types d'exploitation. Surtout que la politique nationale, la gouvernance minière au niveau national est vraiment engagée pour soutenir tous les deux types d'exploitation. Donc, c'est encore plus réconfortant que la question vienne de la chambre de mine, justement, même si on a plusieurs fois eu l'occasion d'aborder la question, c'est très important, parce que je pense que la question est liée aux enjeux et aux intérêts des deux acteurs. Mais principalement, il faudra qu'on travaille à mettre à la lumière les intérêts des communautés minières. Parce qu'il est de coutume qu'on dise que nul n'est mobilisable en dehors de son intérêt, mais nul n'est non plus mobilisable contre son intérêt. Donc, je pense que plus on aura des cadres de travaux avec la Chambre des mines et tous les acteurs de la mine industrielle pour déceler quel est l'intérêt que les communautés peuvent constater sur ce qui émane de la mine industrielle, mieux ces mines industrielles seront sécurisées par ces mêmes acteurs de la mine artisanale. Parce que c'est comme deux pédales d'une bicyclette, il n'y a pas l'une sans l'autre, ça va vraiment de pair. Donc je pense que c'est une question très pertinente, mais qui nécessite beaucoup plus de temps d'échange, mais l'essentiel a déjà été abordé par Désiré, je ne vais pas me répéter. C'est juste vraiment de saluer déjà la démarche qui est une démarche assez conciliante. Alors, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, même si ça n'a pas marché, c'est déjà bien d'avoir essayé et on pense que ça peut être amélioré en tenant compte d'un certain nombre d'aspects. Et en même temps, il y a une question qui venait à la suite, je vais profiter et y répondre en même temps, où il était question de savoir comment est-ce que les mines industrielles peuvent contribuer dans le cycle de AFECOR. Ça, par exemple, ce sont des éléments pratiques sur lesquels les mines industrielles peuvent impacter les communautés minières artisanales. Parce que la mise en œuvre de l'AFECOR, c'est quoi? C'est en même temps un marketing call, je ne sais pas, mais ça nécessite un budget de mise en œuvre. Alors, si par exemple une mine industrielle estime que dans sa communauté, elle souhaite être accompagnée dans la mise en œuvre du projet, ça veut dire qu'elle peut déjà, sur tout le cycle,
être un partenaire pour appuyer la mise en œuvre de ce programme au niveau d'une communauté où elle exerce. Et également, vous saurez constater que dans le cycle agricole, il y a la question des activités généralistes de revenus. Et ici, au Burkina, on parle actuellement beaucoup plus de contenu local. Alors, à travers la capacité de consommation de cette production qui sera issue de ce programme également, tout ça, c'est des points sur lesquels je pense que la mine industrielle peut également s'illustrer de manière très qualitative. Donc, c'était juste ces deux éléments pour le moment. Je vous remercie. Thank you very much to all the speakers for your responses to that, your very thoughtful responses to that question. I will ask one more question, or maybe two questions kind of tied together, and then we'll see if we have time for more. But we had a question come in again for all the speakers about engaging with the informal financiers themselves. So could you speak to how these inclusion projects have engaged with informal financiers, given that they are likely well positioned to identify risks in financing in ASM and understand the challenges of financing in ASM? And then I'd like to zoom out a little bit more with this question too, and note, there are a lot of different actors interacting and engaging in this space in the mining supply chains, from donors to policymakers to the private sector. So what do you see as the role of these diverse actors in ensuring accessing to financing and ensuring that that's an important part of the formalization process? So whichever part of the question or those questions you want to speak to. I can speak in terms of the engagement with the informal sector. A lot of the projects that Unbanked has implemented in the gold sector in particular has involved interactions with either actors who are informal or actors who are, because you can have actors that are formal but that are still using informal sales channels. So we often engage with those as well, and that is where we've been able to discover a lot of these blockages that those actors face in terms of how they access financing and how they get their gold out of country and what all of those barriers are. I think that there's also, there is an element of a sector that's often very opaque, or a sense of, there's not a lot of willingness for a lot of informal traders or exporters to also share a lot of information about what they're doing, because of course what they're doing is technically, illegal. But I think, Susan said it really well. That's not the real story of artisanal and small scale mining. A lot of those actors have configured their operations the way that they have configured them because of the context in which they are working in. And so I think it's really up to the actors intervening in this sector to try to respond to that, rather than sort of try to impose the ways in which we feel like the sector should operate. I think we have to look at what are those barriers that they're facing, why is it they're operating this way, and really go from there, as opposed to just coming down and saying this is what should be done. I think we'll get a lot further. Yeah, I could jump in one bit on the broader question about multiple actors and all the different stakeholders and interveners and donors, since Planet Gold is a very multi-stakeholder program. I don't think there's really much resistance to the idea that finance is a critically important element. The real question is the how, and as someone else was saying, like there's the models that work in Latin America don't work in Africa, et cetera, and vice versa. And certainly that's not something we acknowledge that there's huge difference, and throughout, that's why we have so many different models throughout the program. There's different things that work in different contexts. So I think two things I would
encourage. One, or maybe three. One is all those actors really sharing their experience, and you know, Impact has really modeled that very well today by sharing this experience. Because there's a lot to learn. You know, lots of things have been tried in terms of access to finance. A lot of them didn't work, but it's important for us to know they didn't work so that we don't keep trying the same thing. The role of government in making sure that they de-risk finance at the beginning in order to create the experience, the track record of the sector is a really important thing to consider. And then I just go back to that my perception comment. You know, if you read the New York Times or, you know, any other journalism, it's all, you know, 99.9% negative. And that's what bankers read, you know, so working a lot harder on getting out the complete story. I'm not saying we should whitewash, you know, all the problems. Of course, there's terrible problems, but again, you know, that's part of the story, but a much more balanced description and really highlighting the positive opportunities. I've talked to a lot of financial institution representatives, and uniformly they have the view that this sector is extremely dangerous and everyone in it is a criminal. And that's just not true. So, you know, getting more information out to change the perception, I think ultimately does affect the ability to create formal finance. Thank you, Susan. We are at time. I think if Hamado and Desiree want to add any final thoughts in the last minute or two before we wrap up. Excusez, je vais ajouter quelque chose rapidement. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais rapidement revenir sur la question de Benjamin et de M. Bakayoko. Alors, il faut dire que la question de la traçabilité est une bonne opportunité si les différents États s'en saisissent, par exemple, pour faire en sorte que cela puisse créer le lien avec des investisseurs. Donc, ça revient à la question de M. Bakayoko qui demandait quelle serait la possibilité de pouvoir ajouter les raffineries au process et leur contribution éventuellement. Alors, il faut dire que il y a deux éléments essentiels. Il faut que les États, en réalité, s'approprient cette question de traçabilité. C'est-à-dire que la due diligence doit être aussi une priorité dans l'approche et la formalisation de la mise en application. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, du coup, on n'a pas de cadre légal qui encourage ou qui amène les différents acteurs à aller vers la traçabilité. Alors que la traçabilité permet de mettre en jeu les différents éléments, les différents acteurs de la chaîne, notamment ceux qui sont en amont de la production jusqu'au collecteur. Et vous avez ceux qui sont en aval, c'est-à-dire ceux qui importent la production de ces pays-là. Et donc, ils sont prêts. Moi, je connais des acteurs qui sont prêts, des raffineries, des acteurs au niveau international qui sont prêts à accompagner les artisans miniers. Mais le vrai défi, quel serait le procès de traçabilité qu'on pourrait mettre en place pour les rassurer qu'ils s'approviennent auprès de sources responsables, alors que les États en question ne font pas de ça leur priorité. Donc, ça, c'est une limite. Et de deux, le deuxième enjeu, c'est quoi? C'est lié la question qu'on me dit que l'État ne protège pas, ne sécurise pas la mine à petite échelle. Alors, vous allez injecter, imaginez un partenaire, un investisseur étranger qui injecte 1 milliard, 2 milliards pour la formalisation, pour la mise en place de tout ce qui est processus de traçabilité, notamment la technologie qui va avec, et que le lendemain, par exemple, une compagnie minière vient dire à ce site-là de déguerpir, parce qu'elle a le permis et qu'en réalité, elle n'est pas disposée à collaborer avec l'entité en question. Vous voyez que ce serait une perte d'argent. Le risque est très élevé. Donc ça, ce sont des blocages, par exemple, qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile pour ces bailleurs-là, pour ces investisseurs-là, pour les raffineries, de pouvoir injecter de l'argent parce que le domaine n'est pas sécurisé, le secteur n'est pas sécurisé. Et l'État ne prend aucune garantie pour ça. Le deuxième aspect, c'est au niveau même du coût d'achat. Si vous remarquez, vous allez vous rendre compte que l'or est acheté au niveau national souvent à des coûts plus élevés que le coût mondial. Ça, c'est un défi majeur. Et même les entités, les ministères aujourd'hui qui essaient de s'organiser pour créer des comptoirs publics d'achat de l'or ont du mal à concurrencer le secteur privé qui propose meilleur prix que, en réalité, les prix proposés par les entités administratives. Alors, cet enjeu-là, par exemple,
fait que il n'y a pas de possibilité, par exemple, de faire une concurrence parce qu'en réalité, aucun pays n'essaie de mettre en place, c'est-à-dire que de fixer un prix raisonnable par rapport au coût mondial et de faire en sorte que les acteurs qui s'inscrutent, mais sans forcément vouloir faire de la mine artisanale du business, mais pour des blanchissements de capitaux, permettent de mettre la barre très haute et acheter et capter le maximum d'or possible comparativement aux acteurs sérieux qui veulent faire vraiment du business artisanal. Donc, ce sont ces trois enjeux majeurs-là qui doit être régulé et ça, personne ne peut le faire à la place des différentes administrations, des différents États. Ou du moment où ces éléments seront pris en compte, il est évident que normalement, si on fait ces dispositions-là, vous allez voir qu'on pourrait attirer ce qu'on appelle des investissements directs étrangers dans le sous-secteur de la mine artisanale des différents États pour pouvoir compenser aussi ce besoin de financement-là. Mais malheureusement, je dis malheureusement, en fait, la perception, comme l'a dit celle qui m'a précédé tout de suite, on a une mauvaise perception. Même l'administration a une mauvaise perception du sous-secteur. Et donc, les initiatives qui vont avec pour la formalisation, souvent ne répondent pas aux réalités du terrain. Et donc, c'est la triste réalité. Sinon, du moment où on prend tous ces enjeux en compte, c'est sûr que les acteurs qui se trouvent en aval, les affineurs et les investisseurs, pourront être des acteurs qui pourront aussi impulser une bonne dynamique pour une meilleure activité minière artisanale et assez responsable. Je vous remercie. Thank you. Oh, go ahead. Oui, merci. Oui, on est vraiment à la fin, c'est un peu coincé, mais presque tout a été dit. Merci bien. Juste quelques questions que j'ai pu également noter. C'est d'abord celle de savoir si sur la base des expériences du Congo, si ça augure une durabilité du projet Africa au Burkina. Déjà, je remercie les collègues, les partenaires au niveau de la RDC avec qui nous avons vraiment appris beaucoup de choses sur ce projet avant sa mise en œuvre ici au Burkina. Mais bien sûr, avec beaucoup d'adaptation, avec un certain nombre d'éléments qui ont permis de contextualiser et de tenir compte de certaines réalités qui sont celles d'ici. Et ça, c'est un facteur clé en termes de succès des projets. Même dans le même pays, au niveau du Burkina, vous verrez que la mise en œuvre au niveau de la région du centre-nord trouve des différences dans l'approche au niveau du centre-ouest. Et c'est comme je disais, c'est des éléments très importants que nous avons vraiment pu prendre en compte et nous sommes très confiants pour la durabilité du projet. La preuve en est qu'à la fin de ce projet pilote, 100% des participants, des bénéficiaires sont prêts à continuer le cycle de leur avec. Et plus de 19 avec se sont constitués et sont en situation de résilience. En tout cas, anime à ce jour sans même l'appui du projet pour le moment. Donc, c'est des motifs de satisfaction qui nous rassurent quant à la durabilité. Et la question sur les acteurs, alors, à l'endroit des bailleurs de fonds, c'est vraiment un centre d'adaptation parce que le terrain n'est pas toujours une ligne droite. C'est vrai que par moment, on peut avoir défini les choses avec beaucoup de détails, mais sur le terrain, il peut y avoir des difficultés. C'est ça aussi la complexité du sous-secteur. Donc, c'est bien, en tout cas, jusque-là, nous tenons à remercier Affaires mondiales Canada parce que toutes les fois que nous avons eu des contraintes à devoir réajuster des choses, on a su le faire avec beaucoup de compréhension. Donc, je salue ce sens d'adaptation et j'en appelle à ce que les bailleurs puissent tenir compte de ces réalités quand il s'agit d'approcher le domaine de l'exploitation minière artisanale à petite échelle. Donc, voilà un peu. Merci. C'était une belle expérience et vivement à d'autres opportunités de ce genre. Thank you so much. All of you, we're out of time, but I want to thank our panelists for this really dynamic discussion. There were so many great questions in the chat that we were not able to get to, and I think that's a testament to how enriching and thought-provoking this conversation was. And on that note, I want to thank all those listening today also for your engagement. For those who are interested in learning more about the issues that we discussed, I encourage you to visit the websites of Unbanked, Alliance for Responsible Mining, and Planet Gold. And then a final reminder that this session was recorded and you'll be able to find the recording after the event. So thank you all and have a good rest of your day. Thank you.